Bonjour à tous, merci de votre fidélité. On se retrouve aujourd'hui pour une émission consacrée au féminisme et à la GPA en compagnie de deux militantes, Anna Deram et Marie-Joseph de Villers. Merci mesdames d'avoir accepté le principe de cette émission. Alors vous êtes militante féministe et cofondatrice de la SIAMS, qui est donc la Coalition internationale pour l'abolition de la maternité de substitution. Et vous avez coordonné ce travail éditorial, Ventre à louer, une critique féministe de la GPA, aux éditions L'Échappée. Alors déjà, petite question simple d'introduction, comment est venue cette idée de projet éditorial? Alors cette idée de projet, elle est venue, je dirais, pratiquement spontanément, naturellement. Nous étions en contact avec énormément de personnalités, d'individus, de militants, d'activistes qui ont pris des positions concernant la GPA, et on avait envie, en fait, de matérialiser toutes ces positions avec un document, une somme en quelque sorte de toutes ces positions pour acter en fait une espèce d'état des lieux aujourd'hui de ce qu'est la GPA dans le monde. Et je dois dire que les contributions ont dépassé toutes nos attentes parce que cette version française de cet ouvrage comporte 26 contributions et qui émanent de contributrices et de contributeurs de 11 pays, aussi bien le Japon, le Canada, que la Suède, par exemple, ou bien les États-Unis, le Royaume-Uni, enfin tout ce qu'on connaît un petit peu. Et ce sont, au travers de ces 26 contributions, ce sont vraiment des voix qui se croisent. Et au départ, en fait, on pensait que un petit peu les contributions approcheraient la question de la GPA sur un peu des façons convenues de la traiter, c'est-à-dire la marchandisation du corps des femmes, l'exploitation et la vente des enfants. Et puis, non, ça nous a vraiment tout à fait surprise, intéressée favorablement, parce que les angles de vue qui sont développés dans cet ouvrage sont novateurs, approfondissent la question de la GPA sous différents angles, que ce soit technosciences, que ce soit la GPA dans le retour de la GPA au travers de la tradition patriarcale. Voilà comment est-ce qu'on revient à la tradition patriarcale, qu'on ait des cas d'espèces qui sont explicités, qu'il s'agisse du cas du Canada, par exemple, où le Québec est en train de résister fièrement contre la généralisation de la GPA dans ce pays. Les récits qui sont faits au travers de cet ouvrage sont vraiment... je les relisais encore aujourd'hui, moi-même, pour les avoir lus et relus je ne sais combien de fois. Chaque fois que je les relis, je redécouvre un des aspects de la GPA. Et donc, nous sommes très heureuses d'être enfin arrivés à cette somme, sachant qu'en fait, vous avez sous les yeux, avec Ventre à louer, une critique féministe de la GPA, la version de référence de cet ouvrage, parce qu'il existe une petite sœur qui est sortie bien plus tôt d'ailleurs, qui est une grande sœur, qui a été éditée par une maison d'édition australienne, Spinifex, et prochainement, nous aurons donc en langue anglaise, mais sur une version plus courte, puisqu'on n'a que 16 contributions, et prochainement une version espagnole, parce que notre ambition aussi, c'est de toucher presque tous les continents sur cette question, et de rassembler toutes ces voix féministes sur cette question. Anna Deram, est-ce que vous diriez que justement les gens qui ont travaillé à ce projet ont une même définition du féminisme? Alors, je ne sais pas si on peut parler d'une définition du féminisme. Ce que je sais, c'est que nous partageons toutes et tous, les contributrices et les contributeurs à l'ouvrage, une même vision de ce qu'est le combat pour les droits des femmes et pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Et ça, c'est quelque chose que nous avons en commun, même si nous ne nous sommes pas rencontrés directement et en personne, mais à travers les écrits des unes et des autres, à travers leur prise de position à travers le temps, parce qu'il y a des militants et des militantes, Marie-Joseph l'a rappelé à l'instant, qui ont pris position depuis maintenant plusieurs décennies sur cette question. Il était évident pour nous que nous partageons la même vision. Donc je ne saurais pas vous dire si la définition, si on prend un dictionnaire, ce ne serait pas la même, mais la vision en tout cas est la même, à savoir que nous analysons les rapports sociaux en termes de relations, rapports sociaux de sexe. Et que nous nous basons sur le constat qui est fait encore aujourd'hui qu'il y a
des inégalités fortes, des inégalités structurelles, aussi bien à des niveaux nationaux qu'au niveau international, entre les femmes et les hommes, entre les situations sociales, économiques, politiques des femmes et des hommes, et que ces inégalités doivent être combattues. Donc ça, c'est très certainement la vision que nous partageons. Et de ces inégalités, la GPA se nourrit d'une part, et d'autre part, elle les renforce, elle les cristallise. Comment vous pourriez définir simplement la GPA pour qu'on puisse déjà poser un peu le cadre et expliquer ce que c'est que cette pratique? Parce qu'on en parle un peu dans le débat public, parfois c'est confondu avec la PMA, les gens ne savent pas bien exactement comment ça fonctionne. Comment est-ce que vous l'expliqueriez simplement? Merci de nous poser la question. Nous proposons d'ailleurs une définition dans l'ouvrage, donc si les personnes vont acheter l'ouvrage, vont trouver cette définition. On a essayé de la faire assez claire. La gestation pour autrui est tout d'abord une pratique sociale. Et c'est un aspect sur lequel nous insistons beaucoup parce que les tenants du marché et de la marchandisation du corps des femmes insistent sur le fait qu'il s'agirait d'une technique médicale. La GPA ne guérit rien. Ce n'est en rien une technique médicale. C'est une pratique sociale dans laquelle une femme est convaincue et accepte de porter une grossesse pour des personnes qui lui demandent de leur remettre l'enfant à sa naissance. La femme peut être payée ou non. La grossesse peut résulter de ses propres ovocytes ou des ovocytes d'une donneuse, mais c'est une pratique sociale dans laquelle une femme porte une grossesse parce qu'on le lui demande. Elle est supposée ne pas avoir de désir d'enfant et ne pas souhaiter être la mère de cet enfant, mais s'engage à remettre l'enfant dès sa naissance au commanditaire. Et Marie-Joseph de Villers, justement, vous écrivez un des papiers dans ce livre concernant la géographie un peu de la GPA. Comment est-ce que ça fonctionne en termes de législation rapidement? Parce que ça pourrait durer très longtemps là-dessus, au niveau français, européen et un petit peu dans le monde. Alors pour faire effectivement très très simple, parce qu'on pourrait parler sur le sujet pendant des heures en faisant le tour du monde de cette question, mais on rencontre un petit peu des grandes lignes. On va, de façon très très schématique, d'abord, positionnons-nous en Europe. Alors, en Europe, la plupart des pays européens interdisent la GPA. Alors, pourquoi cette caractéristique de l'Europe, qui est vraiment une caractéristique de l'Europe, c'est que l'une des valeurs fondamentales de l'Europe, c'est la dignité humaine. Et que dans ces pays, que ce soit la Suède, l'Allemagne, la France, l'Autriche, l'Italie, l'Espagne, tous ces pays interdisent la GPA au nom de la dignité humaine et du refus de l'exploitation des personnes. Et parce que ce focus sur la dignité humaine, c'est que nous avons connu, je n'étais pas née, la guerre de 1945 et les horreurs du nazisme, ce qui a profondément ébranlé nos mentalités et nous a conduit justement à mettre dans les traités européens cette question de la dignité humaine. Ensuite, nous avons un deuxième modèle qui s'impose un petit peu partout dans le monde, qui est le modèle commercial de la GPA, qu'on a qualifié de commercial, mais qui vient de pays comme par exemple justement les États-Unis, où la valeur intrinsèque, la valeur fondamentale, c'est la liberté individuelle. Et donc, au nom de cette liberté individuelle, la GPA est amenée sur le devant de la scène, toujours pour satisfaire en fait des désirs individuels. Donc, c'est cette notion qui va un petit peu se développer à partir des États-Unis et s'aimer dans d'autres pays. On a un troisième modèle, qui est le modèle anglo-saxon, le modèle des pragmatiques, le modèle des empiristes. Là, on constate qu'en fait, il y a un phénomène qui se développe, qui est la GPA. Eh bien, placé devant le fait accompli, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, réglementons. Posons une loi. Et le Royaume-Uni est, par exemple, le premier pays à avoir défini sa loi, la loi de 85, où elle définit la GPA et l'organise nationalement. Alors, l'organise dans le souci d'arbitrer, d'être équilibré entre les parents commanditaires, la mère porteuse, de tenter d'éviter le pire, si on peut dire. Et ce qu'on voit, il y a un autre pays aussi qui a suivi le même chemin que le Royaume-Uni, c'est la Grèce, qui là aussi a une loi beaucoup plus tardive, qui est de la loi de 2005, et qui a là fait un exercice de style qui est de se dire, nous avons l'expérience
d'autres pays, nous savons ce qui se passe mal dans la GPA, eh bien, prenons des mesures pour éviter ces écueils. Essayons de créer une loi modèle. Eh bien, dans cette loi modèle, il y avait un point capital qui était que les parents commanditaires et la mère porteuse devaient être citoyens grecs. Pourquoi ? Pour éviter tout trafic, toute traite de mères porteuses en provenance des pays limitrophes. Eh bien, qu'est-ce qui se passe quelques années plus tard ? Ce principe fondamental est totalement édulcoré. Dans un premier temps, on admet non plus une question de citoyenneté, mais une question de résidence. Il suffit d'une attestation de résidence dans un pays grec. Bon. Et ensuite, on élimine complètement ce prérequis dans la loi. Voilà, donc ça disparaît. Mais ça nous enseigne quelque chose de très, très important, c'est que partout où la GPA a été réglementée justement dans la volonté d'en atténuer les effets néfastes, eh bien, le marché, les promoteurs de la GPA sont là pour attaquer ces réglementations et tout ce qui peut protéger les femmes et les enfants de ce commerce. Et que ce soit en Angleterre, aux Pays-Bas, que ce soit en Grèce, tous les enseignements sont là pour nous montrer que s'il y a réglementation, la réglementation va être attaquée et on va se diriger vers une pratique qui est favorable au marché, qui est tournée vers le marché. Alors, donc j'ai donné un petit peu ce cadre général. Alors, je vais juste terminer sur un autre continent. Passons en Asie. Là, le marché libre s'est développé en partant de l'Inde. Et puis, de scandale en scandale, les pays se sont fermés à la GPA, transfrontière. Parce que ce qui développe en fait la GPA, c'est la GPA transfrontière, où des clients qui sont en recherche justement en suivant leur désir d'enfant, de propositions commerciales les plus alléchantes, suivent en fait les trajets mondialisés de la GPA et puis font leur marché. Et donc ils sont allés en Inde. Et puis l'Inde, à la suite de scandales inoubliables, eh bien l'Inde a fermé ses portes. Et eh bien pas de problème, ils se sont reconvertis. Les agences qui proposaient la GPA et puis tous les acteurs, les tenants de la GPA se sont reconvertis, sont allés à côté, au Népal. Le Népal, à nouveau un grand scandale. Et à nouveau, le même système, on interdit, le gouvernement, suite à ces scandales, décide d'interdire la GPA aux étrangers, en conservant une version très, très, très limitée de la GPA sur son territoire. Eh bien, à nouveau, ceux de plus, allons vers le Thaïlande, vers le Cambodge, même figure. Voilà, progressivement, les frontières se ferment partout. Et puis, de fermeture de frontières en fermeture de frontières, le marché et les agences et les tenants de la GPA sont pas dépourvus d'imagination, puisqu'ils ont à un certain moment élu le Kenya comme destination, puisque maintenant on peut produire des enfants blancs avec des femmes noires, il n'y a aucune limite, et le Kenya est un pays avantageux financièrement. Donc on voit un petit peu comment cette géographie de la maternité de substitution profite un petit peu de tous les territoires et de toutes les infractuosités du marché. Alors je conclurai sur une chose là-dessus, c'est que en Asie, cette espèce de tendance vertueuse qui frappée par les expériences malheureuses, ont fermé progressivement toutes les frontières. Et bien maintenant, nous avons la Thaïlande qui revient sur sa position en cherchant à remettre sur le tapis un nouveau projet de loi pour ouvrir à nouveau ses frontières à la GPA transfrontière. Et au nom de quoi ? Au nom de l'apport de devises que ça pourrait représenter pour le pays. Donc on voit bien que la GPA est une question transfrontière, est une question transnationale. Ça n'est pas une question nationale. D'où l'aspect international de la coalition. Absolument. Il y a un pays aussi qui est très concerné par la GPA, en Europe de l'Est, on en a beaucoup parlé récemment à la faveur du conflit, c'est l'Ukraine. Il y a eu une mise en lumière de la GPA et en même temps on a vite mis la poussière sous le tapis, si je puis dire, sur ce dossier-là. C'est le symbole de quoi l'Ukraine au niveau de la GPA ? Ce qu'on voit aujourd'hui à travers la presse, c'est surtout l'impunité des personnes commanditaires, malheureusement. Ce qu'on peut voir
à travers les lignes, lire à travers les lignes dans les articles, que ce soit dans la presse en France, mais également en Irlande, aux États-Unis et ailleurs, Grande-Bretagne, ainsi de suite, c'est quand même le manque d'égard pour les femmes. Parce que même tout à l'heure, concernant la législation, quelle que soit la législation, qu'il s'agisse d'une législation qui tolère la pratique ou d'une législation qui la réglemente, ou encore d'une législation qui, on va dire, l'interdit, comme c'est le cas en France, nulle part on ne tient compte de la situation des femmes, spécifique des femmes. C'est-à-dire que si on réglemente, on ne réglemente pas parce que ça serait pour le bien des femmes. On réglemente pour donner gain de cause au marché. Et c'est ce qu'on voit avec la situation en Ukraine. On nous a dit pendant longtemps, et encore aujourd'hui, les femmes ukrainiennes font ce qu'elles veulent, elles sont libres d'agir comme bon leur semble pour, n'est-ce pas, mettre au monde des enfants et les donner aux personnes qui les demandent. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que l'État ukrainien ne protégeait en rien, et ça on le savait. On le savait parce que, d'une part, par exemple, il y a des féministes avec lesquelles nous sommes en contact et qui nous ont confirmé, on le savait à travers la presse, à travers également des témoignages qu'on a pu avoir, parce que l'ancien défenseur des droits des enfants ukrainiens, Mykola Kuleba, l'a dit pendant des années et des années. Il a dit il s'agit de traite d'enfants, il s'agit d'exploitation des femmes. Donc, on était parfaitement avertis de ce qui se passait. On a vu des contrats ukrainiens. On sait que les contrats ne protègent jamais la mère. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est exactement ça. Alors, ce n'est pas mis en avant par la presse, hélas, mais on le voit quand on regarde entre les lignes et quand on lit entre les lignes. Pourquoi ? Parce que les femmes ukrainiennes ont été, dès le début de la guerre, pour certaines, mises sous pression pour accepter des accouchements, des déclenchements d'accouchements anticipés. Pour d'autres, on leur a demandé de se déplacer à l'intérieur de l'Ukraine, dans d'autres villes, parfois en laissant derrière elles leur famille, leurs enfants, parfois même se déplacer à l'étranger, à double sens. Mettez-vous à l'étranger pour être à l'abri, retournez en Ukraine pour donner naissance à l'enfant parce que les clients n'ont pas obtenu gain de cause, c'est-à-dire qu'ils ont fait pression dans les pays alentours. Je suis moi-même roumaine, j'ai vu ce qui s'est passé en Roumanie, c'est-à-dire que des représentants des cliniques sont allés en Roumanie et ils ont essayé de faire pression en lançant sur les réseaux sociaux et dans la presse toutes sortes de messages. Les pauvres parents d'intention ne peuvent pas obtenir leurs enfants si les femmes ukrainiennes accouchent en Roumanie. Donc il faudra que la Roumanie s'assoie sur sa loi et qu'elle accepte les effets d'un contrat ukrainien pour que les parents commanditaires, dont des Français qui étaient à l'ambassade de France à ce moment-là, puissent prendre leurs enfants en Roumanie. Les choses se sont passées de la sorte. On le sait, il y a des enfants qui naissent aujourd'hui en France. C'est absolument indigne ce qui se passe. Mais ça montre que même là, dans un pays où tout le monde sait que la pratique est réglementée, la loi ne protège ni la femme ni l'enfant. La loi protège toujours un seul côté, à savoir le marché et ses tenants. Oui, puis vous dites les médias en ont assez peu parlé et vous expliquez dans le livre que finalement les premières GPA dans les années 80, déjà les femmes à l'époque avaient des remords, expliquaient que c'était beaucoup plus compliqué que ce qu'on aurait cru à l'époque. Vous expliquez qu'il y a des juristes qui ont alerté là-dessus, des psychanalystes qui ont alerté là-dessus, des sociologues qui ont alerté là-dessus. Pourtant, dans les médias, la plupart du temps, peut-être pas à chaque fois, mais le phénomène nous est montré comme, déjà un principe d'émancipation évidemment, et puis souvent à travers le prisme de célébrités qui ont réussi à avoir un enfant, et l'enfant a une belle vie, il vit avec des célébrités, il est mieux qu'à tel endroit, etc. Comment vous expliquez qu'on nous présente, pas systématiquement, mais souvent la chose sous cet angle-là ? Mais c'est la dimension économique qui prend le dessus. Toujours, ça a été le cas au Japon également. Et d'ailleurs, notre contributrice, qui est professeure à l'université au Japon, l'explique très bien dans son article. C'est exactement le même schéma, c'est-à-dire que c'est un avocat américain qui est allé au Japon à la fin des années 1970 et qui a introduit la notion de GPA contemporaine, parce que la pratique existait, elle l'explique très bien, et qui a proposé des contrats
sur le modèle américain. Et très rapidement, quelques années, 2 ou 3 ans après, c'est des stars de la télévision japonaise qui sont allées aux États-Unis pour avoir recours à la GPA. C'est exactement la même chose qui s'est passé en Inde, c'est exactement la même chose qui se passe partout. C'est-à-dire que la dimension économique est très importante et elle est portée, mise en avant, rendue acceptable pour les opinions publiques à travers le showbiz. Alors, ce qui nous frappe aussi, c'est que dans les contacts qu'on peut avoir, soit avec des personnalités politiques, soit avec des personnes lambda, c'est que personne ne connaît la réalité de la GPA. Personne n'est allé derrière le rideau pour voir ce qui se passait. Et il y a très très peu d'articles qui parlent vraiment de ce que représente la GPA pour les mères porteuses et pour les enfants. On les compte, ces articles, enfin ces émissions, ces contributions qui parlent du vrai visage de la GPA sont extrêmement rares. Et donc, on a une désinformation générale sur la question. On a très, très peu d'informations. Et nous, notre travail, c'est justement de gratter, de rassembler l'information, de la mettre au jour et de faire tout ce travail de réalisme, de retour à la réalité. Parce que ce qu'on nous présente, c'est un mirage. C'est pas ça, la GPA. En plus, ce qui nous frappe aussi, c'est que on pense que la grossesse de GPA, c'est une grossesse comme n'importe quelle grossesse. Que de toute façon, une grossesse, bon, c'est une affaire de bonne femme, puis voilà, c'est 9 mois, et puis on n'en parle plus. Mais c'est absolument pas ça. La grossesse de GPA, dans la mesure où on utilise une technique, là on utilise une technique, mais ça n'est pas une technique médicale, mais on met à contribution une technique médicale qui est le recours à la fécondation in vitro. Ça introduit un niveau de risque chez les mères porteuses qui est connu en plus, mais qui est extrêmement important. Et on meurt de GPA aujourd'hui. Mais ça, qui le sait? Qui le sait? Personne. Et donc, on a une espèce d'invisibilisation de ce qu'est vraiment la GPA. Et donc, on ne peut pas, comment dire, l'opinion publique n'étant pas informée, quand dans un questionnaire, on pose la question, mais pensez-vous que la GPA comme technique médicale d'assistance à la procréation est intéressante? Si on dit médicale, l'opinion publique va dire bah oui, c'est intéressant, on ne va pas se priver de possibilités médicales. Et le marché joue sur cette désinformation, totalement. D'ailleurs, justement, dans un des articles, Rita Banerjee, qui est cette personnalité indienne qui a mis à jour, qui a lutté contre la disparition des petites filles en Inde, que ce soit par avortement, par féminicide, par gendericide, comme elle le dit, eh bien, elle montre qu'une émission de télévision mise en avant, aux États-Unis par Oprah Winfrey, parle de GPA. Oprah Winfrey, d'habitude, fait des émissions extrêmement critiques sur les sujets. Et sur le sujet de la GPA, c'est une émission de promotion de la GPA. Et Rita Banerjee fait le lien entre cette émission et puis, tout d'un coup, le boom de la GPA en Inde. Parce que dans les protagonistes de cette émission, il avait un couple qui est allé faire sa GPA. Il y avait une femme qui est allée se procurer un bébé en Inde et qui raconte que ça coûte pas cher, que l'Inde, c'est un pays horrible, mais quand même, on peut sortir avec un bébé très bien, tout ça. Et donc, Rita Banerjee fait le lien historiquement, entre le moment où cette émission a été diffusée et ensuite le développement de la pratique en Inde pour le compte de clients occidentaux, et en particulier américains. Et donc, ce qu'elle développe est assez stupéfiant et montre un petit peu l'impact de ce soft power des médias qui peut tout à fait manipuler l'opinion publique, ou je ne dirais pas manipuler, mais plutôt désinformer. Et cette logique du contrat qui est finalement au cœur de l'affaire, et du consentement, comment est-ce qu'on peut lutter contre? C'est-à-dire que ce que vont vous dire les gens, c'est finalement, c'est la liberté de chacun. Si les femmes sont consentantes et que ça leur fait un petit peu d'argent, pour celles qui sont rémunérées, c'est mieux que rien, ça leur permet de faire, etc. Si tout le monde est d'accord, ça a été contractualisé, c'est ça le monde libéral. Donc, et au nom de quoi on peut imposer une limite pour dire le consentement est faussé? C'est-à-dire que au moment où on contractualise sa liberté, on la perd. Je mets ma liberté par contrat et je m'engage par contrat à faire tout ce que le contrat me demande de faire,
Ma liberté, ça en est fini. On n'a pas le droit de faire ça à quelqu'un, même si ce quelqu'un se dit consentant. Donc, il y a des avocats, d'autres juristes, des clients qui font ça à des femmes en profitant des situations dans lesquelles ces femmes se trouvent. Toutes ces personnes qui, elles, sont dans des situations où elles ont véritablement le choix d'agir dans leur vie, induisent l'idée à une femme qui a très peu de choix en vérité, qu'elle est libre. En fait, elle est libre de s'engager à perdre sa liberté. Parce que, par contrat, la femme s'engage à perdre sa liberté et s'engage à remettre l'enfant qu'elle met au monde. Toutes les femmes qui ont voulu changer d'avis ont perdu. Alors qu'on dit que, par contrat, vous êtes libre. Par contrat, vous êtes libre. Il faut comprendre ce que c'est qu'un contrat et ce que dit le contrat. Par contrat, on dit par exemple, la femme et son compagnon s'engagent à accepter tous les risques qui sont liés aux traitements médicaux, à la prise d'hormones, à tout ce que la grossesse suppose de risques pendant la période de grossesse et tout de suite après, y compris le risque de mort. Et si jamais ça advient, elle s'engage, ou ceux qui restent après elle, à ne pas demander de frais supplémentaires au client. Très bien. La mère, bien évidemment, peut se retirer de ce contrat, mais tant qu'elle est dans le contrat, elle doit obéir aux commanditaires. C'est eux qui décident, par exemple, du nombre d'embryons qui seront implantés, qui peuvent être 3, 4, 5 embryons. Alors aujourd'hui, aux États-Unis, ils disent qu'il faut mettre moins d'embryons, 2 au maximum, parce que c'est risqué. Tiens donc, ça serait risqué, alors que ce n'est pas du tout ce qu'on nous dit. On nous dit que c'est une grossesse absolument formidable. Mais les femmes qui disent « Moi, je ne veux pas 2 embryons, je veux un seul », on dit « Ah non, attends, tu as signé ». Donc, tu vas accepter 2 embryons. 2 embryons, ça veut dire qu'elle peut avoir une grossesse gémellaire, voire avec des triplés, voire des quadruplés. J'ai lu un article médical, publié dans une revue médicale, dans l'article, le médecin qui accompagnait une grossesse où la femme était enceinte de quadruple disait il m'a semblé que c'est une grossesse assez risquée. J'ai informé ma patiente et elle a décidé que sa mère porteuse allait porter la grossesse telle qu'elle était. C'est-à-dire que la patiente, du point de vue du médecin, était la femme commanditaire et non pas la femme enceinte. Il faut se rendre compte de ce que veut dire le contrat. Le contrat, par contrat, en perdant sa liberté, la femme est complètement déshumanisée. Elle est traitée comme un objet par le médecin gynécologue, qui le dit ensuite, donc c'est une recherche médicale. Alors, traité comme un objet, la transition est toute trouvée. Est-ce qu'on peut parler d'esclavage dans ces cas-là? Sylviane Agacinski parlait d'esclavage pour la GPA. Oui. Sylviane Agacinski avait cette fois-là aussi raison. Son ouvrage Corps en miettes est excellent. Il y a une définition de l'esclavage, si vous permettez, je vais la reprendre. Je vous en prie. Parce que nous la citons dans le livre. Cette définition, elle est très importante justement pour que les choses soient bien claires. La Convention relative à l'esclavage, la Convention des Nations Unies relative à l'esclavage, définit l'esclavage en son article 1er comme l'état ou condition d'un individu sur lequel s'exercent les attributs du droit de propriété ou certains d'entre eux. Dans la gestation pour autrui, les personnes commanditaires acquièrent des droits sur la mère pendant la grossesse et après la grossesse au moment de l'accouchement, parce que la femme ne peut pas garder l'enfant. Il y a des mères porteuses américaines qui ont souhaité garder l'enfant, qui ont souhaité voir l'enfant à la naissance. Elles n'ont pas eu droit de voir l'enfant à la naissance parce que par contrat, les commanditaires le lui avaient interdit. Il faut s'imaginer ce que c'est, la torture que c'est, par contrat, d'interdire à une femme qui vient d'accoucher de voir l'enfant. Non, on a mis un rideau et on lui a interdit de voir l'enfant. Parce que par contrat, elle s'est engagée. C'était sa liberté. C'est ça la liberté en fait. C'est ça la liberté qu'ont les mères porteuses. C'était il y a quelques mois, on a vu dans la presse un couple russe et géorgien qui s'est proposé d'avoir 100 enfants
Madame a 23 ou 24 ans au moment où ils se rencontrent. Monsieur a une cinquantaine d'années. Il est déjà père. Elle aussi, elle est mère d'une petite fille. Et ils se proposent ensemble d'avoir 100 enfants. Et donc, ils procèdent à une commande auprès de femmes géorgiennes et ukrainiennes de plusieurs enfants. Ils doivent en avoir aujourd'hui 21 ou 22. Dans la presse, Madame dit tout s'est très bien passé. Il y a une seule mère porteuse qui a voulu garder l'enfant, mais ça s'est vite réglé. De toute façon, elle n'a aucun droit sur l'enfant. Dans des pays où la GPA est réglementée. En Géorgie, la GPA est réglementée. Donc, la liberté du contrat est une fausse liberté. Comment on peut parler dans ces cas-là de GPA éthique, de GPA altruiste, de GPA solidaire? C'est des formules qu'on entend régulièrement. C'est quoi? C'est l'équivalent du greenwashing au niveau de l'environnement? Ouais, déjà, on a entre GPA, une chose qui est très préjudiciable à l'être humain, et éthique, on a déjà une contradiction dans les termes. Je ne sais pas, on n'irait pas parler d'une peine de mort éthique. Enfin, on peut filer l'analogie sans fin, quoi. Et puis, GPA solidaire, mais solidaire entre qui et qui? Enfin, à qui est-ce qu'on demande une solidarité? À quelqu'un qui est moins dans une situation économique moins intéressante que la vôtre, que celle des parents commanditaires? C'est une mère porteuse qui doit être solidaire par rapport à des personnes beaucoup plus aisées, fortunées, qui ont un capital économique, social, culturel beaucoup plus élevé qu'elles. C'est ça le sens de la solidarité. Je crois que c'est vraiment un détournement en fait des termes qui est absolument scandaleux. GPA solidaire, GPA éthique, GPA altruiste. Alors le terme d'altruiste, c'est encore une hypocrisie absolument sans nom, parce que alors ce terme d'altruiste, il est tout à fait né à un moment donné de la critique de la GPA commerciale. Certaines se sont émus parce que en fait c'est bien une GPA commerciale, c'est une vente d'enfants. Comment ça, la mère porteuse réclame de l'argent pour produire cet enfant et le livrer? Eh bien, c'est d'elle d'où vient tout le mal. Et on va donc limiter sa rémunération. Comme ça, on n'aura pas de GPA commercial, ce sera une GPA altruiste. Elle le fera pour le bonheur de servir le destin, le projet parental d'un autre couple. Et de ce fait, au Canada, dans d'autres pays, la loi définit la somme qu'elle peut percevoir. Que la mère porteuse peut percevoir. Mais nulle part, on a défini, on a limité le montant reçu par l'avocat, le montant reçu par la clinique, le montant reçu par le laboratoire, le montant reçu par le banquier, parce que les banquiers sont là aussi pour financer les projets de GPA. Donc tous ces intermédiaires qui sont complices de ce forfait, de ce méfait, eh bien, eux, on ne leur demande rien. Mais celle dont vient tout le mal, c'est évidemment la grande responsable, c'est la mère porteuse. Dans la sphère politique au niveau français, comment est-ce que le sujet est abordé? C'est un sujet évidemment très clivant. On a quand même l'impression que ceux qui sont le plus propices à parler de GPA éthique, altruiste, être un peu embarrassés sur le sujet, sont des personnalités qui viennent de la gauche, qui est quand même un comble, ou des écologistes. Comment est-ce que vous expliquez ce positionnement? Il y a dans la sphère politique des personnes qui sont de toutes couleurs politiques, qui sont pour, et d'autres qui sont contre. Pareil quel que soit le groupe politique. Il est surprenant de voir, pour ce qui concerne les écologistes, qu'ils peuvent se dire pour la GPA, au nom en fait d'arguments purement sociétaux, pour ne pas dire de relations personnelles, parce qu'il n'y a aucune réflexion centrée sur l'écologie en tant que telle dans leurs arguments. On est là dans la reproduction du vivant, telle que on a pu la connaître avec la reproduction des graines, la reproduction des plantes, la reproduction des animaux, et maintenant dans la reproduction de l'humain. C'est-à-dire que le cycle poursuit sa vie,
Et c'est une pollution immense que de pourrir le corps d'une femme pendant plus d'un an avec des piqûres d'hormones, de plein de médicaments qui mettent sa vie et sa santé en danger à long terme, et de nous parler que c'est écolo. Enfin, c'est très surprenant de la part des écologistes parce que c'est à l'encontre de tout ce qu'ils proposent par ailleurs. Donc là, il n'y a pas d'explication parce que il y a vraiment, intellectuellement parlant, une rupture entre la position écologique, et quelle qu'elle soit, voilà, et la défense de la GPA. Est-ce que c'est pas la peur d'être tout simplement classé dans le camp des conservateurs, pour pas dire des réactionnaires? Vous dites toutes les deux d'ailleurs en introduction du livre, on est féministe, on est opposé à la GPA, tout de suite on est rangé dans le camp du mal, entre guillemets, et donc associé à des conservateurs. Il y a toute une pensée conservatrice évidemment qui est opposée à la GPA, des féministes comme Marianne Durano, Eugénie Bastier, qui se présentent comme féministes, mais d'un féminisme plus conservateur. Ça devient peut-être sans doute assez difficile à gauche de porter cette voix-là sans être stigmatisé ou discriminé comme étant des fascistes en puissance ou des réactionnaires. Alors sur ce sujet-là, c'est vrai que à gauche, on est très très étonné par ce partage d'opinions entre des pros, des contre, des abstentionnistes aussi. Quand on regarde un petit peu le panel des expressions d'opinion, je vais relier à un article qui est dans une contribution qui est dans ce livre, qui porte le titre Le piège de la compassion. Voilà. Il y a ce phénomène-là, c'est-à-dire qu'au nom d'une espèce de bienveillance à l'égard d'une catégorie de population, on ne va pas oser critiquer cette pratique de la GPA. Mais aussi, cette compassion, cette pseudo-compassion repose toujours, comme je disais tout à l'heure, sur une méconnaissance fondamentale de ce qu'est la GPA. Voilà, si on affichait, si on comprenait la réalité, je pense qu'on prendrait peut-être un autre parti. Et je cite encore un autre article qui montre que, en fait, dans la GPA nous contraint, organise un conflit de droits. Ça organise un conflit de droits entre mères porteuses, les parents commanditaires, et dans les parents commanditaires, une catégorie qu'on considère comme devant être protégée à titre de minorité discriminée, ce sont les gays. Moi-même étant lesbienne, je connais tout à fait bien ce sujet. Et donc on a ce conflit de droits entre des parents commanditaires qui expriment un désir d'enfant, voilà, désir humain qu'on peut tout à fait comprendre, les mères porteuses et les enfants qui vont en naître. Eh bien, ce conflit d'intérêts, ce conflit de droits, on le résout à la faveur de qui? À la faveur des commanditaires, toujours. Alors que... C'est le droit à l'enfant, c'est ça? Oui, alors qu'en fait, un conflit de droits, ça se résout toujours pour que toutes les composantes de ce conflit puissent... que les parties les plus lésées par cette situation ne le soient plus. Et donc que les femmes ne soient plus lésées, que les enfants ne soient plus achetés ni vendus. Mais ce n'est pas dans ce sens qu'on va arbitrer. C'est dans le sens des commanditaires, donc du marché, toujours. Donc on est dans un conflit de droits mal résolu. Et ça, si les politiques réfléchissaient de cette façon-là, je pense qu'on pourrait progresser. C'est une question qui m'est venue à la lecture de votre livre. Globalement, c'est quand même plutôt des femmes pauvres qui recourent... qui se proposent comme mères porteuses, et plutôt des personnes riches, forcément avec des moyens, ou des pays occidentaux qui recourent à ce genre de pratiques. Est-ce que vous diriez que c'est une forme de reconduction de la lutte des classes sous couvert de technosciences, finalement? Il y a une analyse très certainement qui doit être faite, enfin celle que nous faisons, elle est en ces termes-là. C'est tout d'abord une analyse en termes de rapports sociaux de sexe, c'est-à-dire que celles qui prennent tous les risques sont les femmes, et les femmes uniquement, et elles prennent ces risques parce que ce sont des femmes, parce que ces femmes-là sont déjà mères. C'est-à-dire que ce n'est pas n'importe quelle femme qui deviennent mères porteuses. Ce sont des femmes qui sont déjà mères parce qu'elles doivent avoir fait la preuve qu'elles ont porté un enfant, qu'elles ont eu une grossesse qui s'est bien passée. Et d'ailleurs, quand on lit les recherches sociologiques, anthropologiques qui donnent la parole aux mères porteuses, elles le disent toutes que leur motivation, elle est liée à leurs enfants. Donc ce n'est pas n'importe quelle femme. Ça, c'est une première ligne d'analyse.
en termes de rapports sociaux de sexe, seules qui prennent les risques sont les femmes. Deuxième ligne, et c'est en ça que l'intersectionnalité est absolument fabuleuse, c'est la dimension économique, bien évidemment. C'est-à-dire que quel que soit le rapport, c'est un rapport inégalitaire d'un point de vue économique et de revenus. On nous dit, oui, mais les parents d'intention français, c'est pas des gens riches. Il y a toujours un rapport inégalitaire entre les personnes commanditaires et la mère porteuse. Et ce rapport inégalitaire, il est en faveur des clients et en défaveur de la mère. Plus encore, on a tendance à dire qu'il s'agit d'un rapport nord-sud. Pas seulement. On peut avoir des clients qui sont des clients chinois, par exemple, qui vont aller aux États-Unis avoir recours à des mères porteuses américaines. Et c'est le cas aujourd'hui avec, par exemple, une femme qui vient de se retrouver depuis plus d'1 an avec des jumeaux, parce que les clients de famille, n'est pas allé chercher les enfants. Et le rapport, il est inégalitaire toujours parce que les clients chinois sont riches. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils veulent faire des enfants aux États-Unis, pour mettre leur argent à l'abri, parce que l'enfant, une fois qu'il naît aux États-Unis, il va avoir un passeport américain, il va pouvoir bénéficier d'un compte en banque américain, et donc ils vont pouvoir mettre leur argent aux États-Unis. Donc le rapport, il est toujours inégalitaire d'un point de vue économique entre les clients, quel qu'il soit, un couple homme-femme, un couple d'hommes, un couple de femmes, un homme seul, il y a de plus en plus d'hommes seuls d'ailleurs, et la mère. Et ce rapport, il est toujours inégalitaire concernant la femme. Et troisième point, c'est quand même le patriarcat, et il faut faire une analyse en termes de patriarcat, parce que la majorité des clients sont des hommes. C'est des hommes qui sont en couple avec une femme, des hommes qui sont en couple avec un autre homme, ou des hommes qui sont seuls. Et aujourd'hui, il y a par exemple des cabinets d'avocats américains qui disent que depuis maintenant les 6 dernières années, leur clientèle masculine a augmenté de 30%. Des hommes seuls, des hommes célibataires seuls. L'organisation Men Having Babies, qui est une organisation qui aide les hommes à avoir des enfants par GPA, a organisé au mois de novembre à Bruxelles une conférence, et dans le cadre de cette conférence, ils ont fait venir des prestataires et des prestatrices, et l'une d'entre elles disait au public: nous avons aujourd'hui un papa qui a pris 5 mères porteuses en même temps. Il est tout seul, mais il veut une grande famille, donc il a pris 5 mères porteuses en même temps. C'est-à-dire qu'il faut bien se rendre compte ce que cela veut dire pour le bénéfice des hommes qui ont rêvé, c'est le patriarcat, c'est le principe du patriarcat, que la classe, si je peux dire, des hommes, ce qui ne veut pas dire que tous les hommes font ça. Donc la classe des hommes veut maîtriser la classe des femmes pour qu'elles leur fassent des enfants. Et bien aujourd'hui, c'est tout trouvé, parce que les femmes sont libres d'entrer dans son contrat pour faire des enfants dont elles ne seront pas les mères, qui seront récupérés par les hommes. L'ultralibéralisme a résolu l'objectif du patriarcat sous les applaudissements du public aujourd'hui, en tout cas de tous ceux qui regardent les médias et adhèrent à cette idéologie marchande. Vous parliez, Marie-Joseph de Villers, de dignité humaine tout à l'heure, en disant que finalement c'était le souvenir de la Seconde Guerre mondiale et du nazisme qui avait imposé cette notion de dignité humaine. Il y a une autre pratique qui a été beaucoup liée au nazisme, c'est l'eugénisme. Et on dit assez peu qu'il y a beaucoup de rapports entre la GPA et l'eugénisme, et que c'est aussi une porte d'entrée, c'est très bien expliqué dans le livre, vers le transhumanisme. Est-ce que vous pouvez expliquer ça succinctement ? Oui, tout à fait. Justement, Sylvia Guérini, qui fait partie d'un courant justement qui s'interroge beaucoup sur justement les techniques de reproduction assistée, les techniques de reproduction humaine et leur impact sur notre devenir, elle met en évidence très très clairement qu'en fait la GPA, dans sa conception actuelle, dans la façon dont on la pratique aujourd'hui, dans certaines circonstances, frôle l'eugénisme, par exemple, sur plusieurs aspects. D'abord, dans cette pratique où en fait on se procure du matériel génétique sur le marché, déjà la composante femelle la composante féminine du matériel génétique apporté est quelque chose qui est choisi sur catalogue. Ce sont des ovocytes qui sont extraits d'une femme
et puis qui sont catégorisés comme étant des oocytes provenant d'une femme qui est d'un niveau intellectuel élevé, qui est d'une stature appréciable, souvent d'ailleurs selon des stéréotypes qu'on retrouve, une femme blonde aux yeux bleus. Raciste. Voilà. Des stéréotypes racistes, oui, tout à fait. Et donc le coût de ce matériel génétique va évoluer en fonction justement du pédigré de la donneuse, enfin entre guillemets donneuse, plutôt de la femme dont on a extrait des oocytes, avec des techniques qui sont là aussi d'une très grande violence et d'un très grand risque. Et donc ça, c'est une partie. On va choisir sur catalogue les caractéristiques du futur enfant, pense-t-on. Et on voit se développer aussi aujourd'hui une nouvelle demande de GPA aux États-Unis, qui est d'obtenir l'enfant le produit le plus élaboré en termes d'enfants, parce que des couples tout à fait fertiles ont recours à la GPA parce qu'ils peuvent justement choisir les caractéristiques de la donneuse, du matériel génétique, des fournisseurs et fournisseuses de matériel génétique. Et choisir, donc, en pensant qu'en fait, le rejeton, le produit qu'ils en obtiendront sera le plus génétiquement valide. Voilà. Et donc, cette chercheuse en particulier parle à côté d'une classe sociale, on voit naître en fait une classe génétiquement modifiée. Et il y a encore un autre aspect qui est que toutes les agences, pratiquement aujourd'hui, proposent le choix du sexe, voilà, de l'enfant. Donc on voit très très bien que cette pratique de la GPA, quand on l'interroge, nous conduit à des réflexions qui sont de très très grand intérêt et d'une très grande actualité pour la façon dont on conçoit notre future humanité. Question civilisationnelle et anthropologique, je voudrais justement citer Sylvia Guérini, et dit: pour garder nos corps et nos vies indisponibles, il nous faut opposer à la logique technoscientifique et transhumaniste une autre vision du monde. Laquelle? Vaste question, certes. L'acceptation de l'humain tel qu'il est, peut-être. D'un humain tel que nous le sommes tous. Un humain fragile, un humain limité, un humain qui peut se tromper, un humain qui peut accepter de ne pas tout avoir, un humain qui considère son prochain, qui se considère soi-même. Ce n'est qu'à travers la considération, qui est une éthique qui a été théorisée par Corinne Pelluchon, l'éthique de la considération. On se considère soi-même en considérant autrui, en considérant la terre sur laquelle nous vivons, en considérant l'humanité que nous allons laisser demain à ceux qui vont venir après nous. Quel est le monde que nous laissons aujourd'hui à nos enfants, ou en tout cas à ceux qui vont venir après nous? Est-ce que c'est un monde dans lequel on leur dit tant que tu n'es pas choisi sur catalogue, tant que tes caractéristiques ne correspondent pas à ceci, à cela, tu n'es pas un humain aussi parfait que les autres? Est-ce que c'est des enfants à qui on montrera le contrat? Regarde, j'ai pris tout, c'était le pack humain parfait. C'est ça qu'on veut laisser demain? Ça sera le mot de la fin. Merci à vous, mesdames, d'être venues parler de ce sujet sensible. Je rappelle votre livre « Ventre à louer, une critique féministe de la GPA » aux éditions L'Échappée. Merci aux internautes d'avoir suivi cette émission et à très bientôt sur Fonds Populaire.